BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Nous reprenons notre débat sur les provinciaux de Paris, puisque c'est l'objet de la fête des régions qui se tiendra demain et tout le week-end, qui est de place de Stalingrad, pardon, dans le 19e arrondissement. Alors juste avant notre petite pause, vous nous expliquez, Antoine Colson, un petit peu les origines des provinciaux qui sont, comme on disait avant, montés à Paris, ce qui est évidemment... et toute une manière de présenter la chose. Vous avez fait une réflexion, des recherches, au fond, pour nous dire que les symboles mêmes du parisianisme ont toujours été, en gros, faits par des provinciaux. Les liens, en tout cas, entre Paris et la province, sont pas des liens d'opposition comme on a l'habitude, disons, d'en faire un cliché. Au contraire, Paris a vécu et s'est fait sa réputation en partie grâce à des talents de provinciaux. La Tour Eiffel, qui est quand même son plus grand symbole, a été construite par un Bourguignon, on tend à l'oublier, et il y a un nombre tout à fait énorme de rues, de lieux dans Paris qui portent le nom d'une ville ou d'une région, preuve que les communautés régionales y sont installées depuis très longtemps. Par exemple, donne-nous quelques noms de rues. Un exemple qui est assez frappant, c'est le quartier du Marais. Il y a la place des Vosges, évidemment. Vous avez la rue de Poitou, vous avez la rue de Bretagne, et ça date de Henri IV, qui avait, avant son assassinat, le projet de construire une grande place de France, vers laquelle convergeraient toutes les rues de ces provinces. Et le projet n'a pas vu le jour parce qu'il s'est fait assassiner auparavant, mais c'est donc un exemple déjà très ancien du lien dans sa chair qu'a Paris avec ses provinces. Alors parmi les secteurs qui font la réputation de Paris, on sait bien qu'il y a quand même un peu la gastronomie, le côté bistrot de Paris qui maintenant fait un peu partie d'une sorte d'image de marque, à tort ou à raison. Alors vous qui êtes lyonnais, qui avez une gastronomie formidable, est-ce que vous avez exporté, si je puis dire, beaucoup de grands chefs? Est-ce qu'on retrouve une empreinte de la cuisine lyonnaise, pas seulement dans les restaurants lyonnais, mais je dirais plus généralement à Paris? Ça, effectivement, c'est un peu le bas qui blesse. C'est qu'effectivement, il y a finalement peu de restaurants lyonnais, typiquement lyonnais sur Paris. Il y en a une petite douzaine qui se revendiquent de l'origine lyonnaise. Mais de vrais, purs, entre guillemets, bouchons lyonnais, ça, il n'y en a pas. Mais il y a quelques excellents restaurants et qui sont vraiment représentatifs de la gastronomie lyonnaise. Quant aux grands chefs, ils sont plutôt restés sur Lyon, par définition, proches de leur terroir. Mais c'est vrai qu'il y a d'excellentes adresses sur Paris. Antoine Colson? C'est d'ailleurs un journaliste qui avait posé la question à Paul Bocuse, qui lui disait quand est-ce que vous ouvrez donc le chef lyonnais, quand est-ce que vous ouvrez un restaurant à Paris? Et Paul Bocuse a répondu je reste sur la capitale. Des Gaules. Alors évidemment, on a parlé de Lyon puisque vous êtes là, mais en revanche, il y a beaucoup d'autres chefs. Vous citez Passard, vous en citez plein d'autres, Fréchon, etc., qui sont. La plupart des étoilés parisiens sont des provinciaux aujourd'hui, et là même ce qu'on appelle la cuisine de brasserie, c'est-à-dire la cuisine traditionnelle à Paris, c'est un mix déjà de produits régionaux, puisque par définition il y a certes une agriculture très proche de la région parisienne, mais Paris est un lieu de brassage de différentes spécialités. La brasserie d'ailleurs est un import alsacien, c'est un terme alsacien et c'est une forme de restauration alsacienne. 14 000 Alsaciens à Paris, si j'ai bien mémorisé. Oui, c'est encore parmi les plus grosses communautés. Oui. Alors bon, la gastronomie bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir au fond où vont vivre les provinciaux qui arrivent à Paris. Et ça, en fait, c'est une nouvelle géographie qui se dessine. Notamment, moi, ça m'a tout à fait étonné. J'ignorais que le 15e arrondissement est le lieu et l'arrondissement de Paris qui accueille le plus de provinciaux. Alors vous allez me dire, c'est le plus grand aussi. Donc peut-être que ceci explique cela. La première chose déjà sur les lieux de vie des Paris provinciaux, des provinciaux de Paris, on n'est plus du tout dans la géographie des siècles passés où on s'installait à côté de sa gare. C'était vraiment le cas. La gare Saint-Lazare, la gare Montparnasse, la gare de Lyon, exactement, étaient en fait des mini-provinces dans leurs alentours et des provinces qui étaient desservies directement par ces gares. Aujourd'hui, on tend à davantage se diffuser, en particulier à Paris. On a vu tout à l'heure sur les statistiques, les provinciaux, quand ils s'installent en région parisienne, ils s'installent pas en Île-de-France, ils s'installent en très grande majorité intramuros. Et c'est pas un hasard s'ils s'installent effectivement dans le 15e, qui est le premier arrondissement en nombre d'habitants de la capitale. Il y a autant de provinciaux à Paris que d'habitants à Poitiers.
Ça fait pas mal de monde. Les Lyonnais, ils sont où? Ils ont une rive préférée? Et moi, pour prendre mon cas personnellement, je suis arrivé effectivement dans le 15e arrondissement. Mais c'est vrai que le 15e arrondissement, je crois, est aussi peuplé que la ville de Lyon intramuros. Donc et c'est vrai que le 15e, ça ressemble pas mal par certains égards à certains quartiers de province, et je pense que de villes de province. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. C'est un quartier assez tranquille, très commerçant. Je pense qu'il y a une bonne ambiance et ça doit attirer sur le plan du style de vie justement les provinciaux qui montent à Paris. Alors est-ce qu'on continue à être odieux, nous les Parisiens de souche, puisqu'on sait bien qu'en général on nous fait une réputation terrible, que le parisianisme, pas besoin de caricaturer, déjà c'est tout un programme. Et d'ailleurs on l'a vu quand les plaques d'immatriculation nous ont permis de choisir notre département, qui fait quand même pas bon être 75 sur sa voiture. Alors est-ce que ce cliché perdure? C'est une bonne question. Je pense qu'il perdure peut-être pour certains clichés, par exemple celui du garçon de café. J'ai été une fois marqué moi par une remarque que m'a fait un pur Parisien, en me disant mais ce Parisien justement qu'on critique, qui tire toujours la gueule comme on dit, en fait c'est le provincial. C'est le provincial qui habite Paris et qui et j'ai été marqué par cette remarque en me disant que c'est peut-être pas tout à fait faux. C'est effectivement ce déracinement, ce fait que on vit dans une grande ville qui ne soit pas la sienne, qui puisse expliquer peut-être certains de ses comportements. Je crois quand même, au fond, Paris c'est une ville qui est composée de multiples villages dans lesquels il fait bon vivre, le 15e comme d'autres. Jérôme Maroni. Alors, d'abord, est-ce qu'il existe toujours un parisianisme? Et est-ce que ce sont les provinciaux de Paris qui, comme vous dites, tirent la tronche? C'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai qu'une des raisons pour laquelle une des deux vocations qu'on avait données au Parigone, c'était de, entre guillemets, redorer l'image des Lyonnais. Parce que c'est vrai qu'on est... Le cliché veut que les Lyonnais sont des gens assez réservés, voire un petit peu austères. Et donc on avait créé les Parigones pour justement montrer qu'on était des gens très sympas, très conviviaux, et de promouvoir ce qui se passait de bien chez les Lyonnais ou leurs initiatives. Donc on est un peu mal placé pour en parler avec ce cliché qui nous colle à la peau, mais je pense que Antoine, effectivement, je rejoins Antoine sur le fait que ce déracinement peut créer au début des comportements un petit peu difficiles, mais voilà, je pense que ça s'arrête là. Alors le déracinement, ça se surmonte dans une ville comme Paris, comme dans beaucoup d'autres, et notamment de nouveaux liens au fond se tissent. Ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est qu'au fond on reste originaire de sa région avec une fierté évidente, et en même temps on est devenu parisien. Alors vous disiez avant c'était le folklore qui liait un petit peu les clubs représentant les régions, et maintenant on est passé à un autre stade où on a en quelque sorte d'autres centres d'intérêt. Par exemple. Un exemple était cité tout à l'heure par Jérôme, c'est l'aspect ludique et festif. Un fait qui rassemble énormément les communautés régionales, par exemple, c'est le sport. Le fait de continuer à suivre son équipe de foot, de rugby, c'est assez étonnant de voir le nombre d'amicales ou de clubs de supporters à Paris, de clubs comme le Stade Toulousain pour le rugby, le FC Montferrand pour le rugby également, ou l'Olympique Lyonnais. Donc le sport et disons l'aspect ludique, festif, rassemblement a aujourd'hui pris le pas effectivement d'une part sur le folklore et sur l'aspect entraide, c'est-à-dire auparavant c'était un vrai déracinement. Je quittais l'Aveyron en 1900 pour aller à Paris. J'avais besoin de retrouver mes repères. Il y avait même des langues régionales donc il fallait vraiment se fondre. Aujourd'hui on est à 2 heures de TGV de certaines grandes villes comme Lyon. On est avec sa maman au téléphone portable autant qu'on veut. Le déracinement est plus du tout le même et au fond le sens des retrouvailles a totalement changé. On est vraiment sur quelque chose de festif et c'est d'ailleurs le sens de la fête des régions. Alors on va peut-être décrivez-nous un petit peu ce qui va se passer pendant cette fête des régions, ce qui est proposé. Donc c'est pas uniquement, je dirais, les provinciaux entre eux, tout le monde peut venir quand même. Ah oui, c'est grand ouvert, c'est une entrée d'abord, il n'y a absolument aucun pédigré à justifier. Au contraire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut y retrouver sa région, mais aussi ses régions. Je crois que aussi les liens qu'on entretient avec les régions ont changé. On peut habiter Paris, être natif de Lyon et être un grand amoureux de la Corse. C'est pas tout à fait impossible. Et sur la fête des régions, ce que l'on propose, c'est de retrouver ces liens, en particulier par la fête et la gastronomie. C'est-à-dire avec des moments de joie, des moments festifs, avec de la musique, des spectacles de comiques, et également la possibilité de se restaurer, de boire un verre, de prendre l'apéritif sur place.
et de retrouver à Paris, place Stalingrad, toute sa région. Jérôme Maroni, c'est intéressant ce que vient de dire Antoine Colson, c'est-à-dire l'idée au fond qu'on a des enracinements multiples. Et donc on vient d'une ville, mais on pourra aussi aller dans une autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, dans votre communauté, les Parigones, vous ressentez? Est-ce qu'ils partent s'installer ailleurs après? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne pense pas avoir la réponse, malheureusement. C'est vrai qu'on se concentre surtout sur l'activité des Lyonnais. Non, j'ai pas d'informations sur les... Ils vous disent pas, maintenant je vais partir pour Bordeaux et on verra autre chose. Peut-être notre statisticien Kevin de Biasi, donc chargé d'études à l'INSEE Île-de-France, est-ce que vous avez un avis sur cette question-là, pour conclure? Sur le fait qu'au fond on a plusieurs attaches et que maintenant on a bien vu que les Parisiens d'adoption venaient de grandes villes de région, est-ce qu'ils peuvent en repartir? Bien, effectivement, il y a une vraie tendance, une fois qu'on a bien profité de la vie parisienne, à repartir vers la province. Pas toujours dans sa ville d'origine, un peu partout en fait. Parfois, mais pas toujours. Pas toujours. Pour 70% des ménages qui quittent l'Île-de-France, il y avait au moins un membre du ménage qui était né de province. Comme quoi on part, mais parfois on emmène aussi du monde avec nous. Merci beaucoup Kevin de Biasi, merci à vous deux. Donc la fête des régions, c'est demain et ce week-end, place de Stalingrad. On va parler des buts de Chaumont après une courte pause.